Eh bien, bonjour à toutes et tous, et puis aussi à celles et ceux qui sont, si j'ai bien compris, derrière un écran à la maison ou ailleurs, que je ne vois pas, que je ne connais pas, mais que je salue aussi. Voilà, je suis heureux de me retrouver parmi vous. Jean-Michel Echel a dit oui, professeur des universités, tout ça, très bien. Je suis un prof. Voilà, je suis un prof. Toute ma vie, je me suis occupé d'élèves, d'étudiants, et finalement, dans cette enceinte, une émanation de la Ligue de l'enseignement, finalement, je crois que je me sens chez moi. Une anecdote, avant de passer à l'énergie, je vais vous expliquer que je ne sais rien du tout des sujets que je vais aborder aujourd'hui, sauf comme citoyen, c'est ça que je suis venu dire, mais simplement une anecdote. J'ai commencé ma vie professionnelle dans un collège à Saint-Quentin, dans l'Aisne, qui est une ville ouvrière, une ville dans laquelle, quand une élève me dit voilà mon carnet de notes, et à qui je dis mais ce ne sont pas tes parents qui ont signé, elle me répond mes parents, ils ne savent pas écrire. Voilà comment j'ai commencé ma vie professionnelle alors que je venais de l'école normale supérieure. À l'école normale supérieure, on ne m'avait pas expliqué ce qu'était la société. Voilà, j'ai eu cette formation, pour le coup, une formation particulièrement impressionnante pour moi, et j'ai mené finalement toute ma carrière professionnelle d'enseignant dans cet esprit-là. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis retraité depuis 10 ans. Retraité depuis 10 ans, et finalement, le débat public tel qu'il est prévu et pratiqué par la Commission nationale du débat public, dont je vais vous parler aujourd'hui, le débat public, c'est aussi un moment de plongeon dans la société, dans toute sa diversité. Toute sa diversité, ça veut dire devant des situations qui sont parfois assez tragiques, et devant des gens qu'on place face à des sujets qui les dépassent et pour lesquels ils ont besoin de plus d'informations, de formation tout court, et dans un contexte où ils ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Voilà, c'est ça que j'ai vécu dans le débat public. Alors, c'est cette expérience dont je voudrais vous parler, parce que vous voyez, l'énergie, alors là, on peut montrer le titre que j'ai trouvé pour mon diaporama qui est miraculeusement sorti finalement. Euh, voilà, l'énergie, je ne suis pas énergéticien. Le débat public, je ne suis pas sociologue. Et quant à la mer, je ne suis pas océanologue. Mais comme géographe, les géographes, je pense, mélangent absolument toutes ces dimensions, puisqu'au fond, leur problème, c'est le rapport des gens à leur territoire. Voilà. Alors, je vais vous relater cette expérience. Avec Jean-Michel, on s'est demandé s'il fallait commencer par la mer ou plutôt arriver à la mer. Il y avait deux solutions. Finalement, j'ai renversé un peu mon propos après avoir discuté avec Jean-Michel. La mer, ce sera les travaux pratiques, le terrain d'application à la fin, mais évidemment, c'est ce sujet-là qui est le sujet majeur qui apparaît aujourd'hui. Alors voilà ce que je voulais vous dire avant de commencer. Alors, j'ai prévu cinq. Alors, le titre général faisait un petit peu penser à une fable de La Fontaine, mais hélas, ce ne sera pas aussi bien que La Fontaine. Voilà. Alors, on va commencer par la dimension sociale, aller vers la technique, voir comment le débat public s'invite, et qui suppose pas mal d'inventions d'ailleurs, s'invite dans ce sujet, et enfin, on verra comment tout ça peut se projeter dans la mer. Alors, pour commencer, le titre que vous voyez là à l'écran consiste à partir des gens. Pour les gens, l'énergie, ce n'est pas la politique publique de l'énergie à 30 ans, à 2050. Pour les gens, c'est une question sociale relativement critique. Alors, j'ai recherché deux statistiques, et c'est pour ça que c'était pratique de pouvoir voir les images, parce que sinon, il faut que je vous raconte les tableaux, et là, non. Alors, je suis revenu 1 an à 2 ans avant les Gilets jaunes. Euh, on aurait pu aussi s'intéresser à une proposition du Césaire, le Conseil économique, social et environnemental d'Île-de-France, qui il y a 3 ans proposait un péage urbain. C'est ça. Ah oui, mais c'est parce que je suis gogol, si vous voulez. Je vous ai dit, depuis 10 ans à la retraite. Donc c'est... Oui. Alors ça, c'est une chose... Non, non, mais vous aviez traduit.
Oui, alors ça n'était pas fait pour vérifier si vous suivez, bien, bien entendu. Non, c'est Il a fait une grande école. oui, oui. Non, non, mais tout à fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais non, non, si je sais pourquoi. Je venais de recevoir une invitation pour aller à Péronne à une conférence sur la Première Guerre mondiale. Je pense que mon cerveau a fait zoom zoom. Et voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Je disais toujours aux étudiants, bon sang, relisez-vous. Eh bien, voilà, retour du boomerang. Alors, quand même, ce tableau-là, c'est à propos des Gilets jaunes. On va revenir là-dessus. Le Césaire, je vous l'ai dit, avait l'idée d'un péage urbain pour le centre de Paris. C'est une proposition qui a été balayée assez rapidement parce que socialement, elle posait le même problème. Et puis, les zones à faible émission, les fameuses ZFE, posent exactement le même problème. Elles posent ce problème de savoir comment ces innovations qui sont liées au climat sont discriminantes sur le plan social. Et c'est là que quand on dit on a le signal prix dont parlent les économistes, en montant le prix des choses, les gens vont s'adapter. Oui, on s'adapte pour faire 70 km au lieu de 100. Mais pour acheter une voiture à 250 000 euros, c'est une autre affaire. Donc les ZFE posent ce problème. Alors là, le tableau que vous voyez, c'est le tableau donc 2017 à 2019, c'est avant les Gilets jaunes. Vous voyez, vous avez analysé le contenu du tableau depuis longtemps maintenant. Vous voyez quand même que la part des taxes dans l'augmentation du prix, qui est lui liée au prix aux variations du prix de la matière première, la part des taxes est quand même très très importante. Et je pense qu'il y a derrière ce tableau toute la germination finalement de la récrimination contre le fait que des taxes pour le climat sont des taxes qui touchent d'abord les précaires. Et je vais revenir sur cette question des précaires justement. Donc voilà le contexte pour l'énergie. Et donc on est avant la guerre en Ukraine, on est avant tout ça. J'ai fait exprès de me placer avant cet événement de la guerre. Alors le tableau suivant, présente un petit peu la part de l'énergie liée au transport, seulement au transport, dans le budget des ménages qui sont classés par décile. Donc on a les 10% les moins fortunés, les 10% les plus fortunés. Les 10% les plus fortunés, ce n'est pas seulement Monsieur Arnaud. Hein. 10% les plus fortunés, c'est probablement nous dedans. Bon, vous voyez la différence, évidemment, 21% contre 11%, et vous voyez sur la consommation de carburant en euros qu'évidemment, avec une faible consommation, vous bouffez une partie importante de votre revenu. Et donc la question, c'est quels sont les autres postes du revenu. Et ça nous fait apparaître la notion de précarité. Alors, c'est intéressant la notion de précarité, et c'est l'image suivante. J'ai découvert en préparant cet exposé qu'il existait il existait une instance qui mesure la précarité. Voilà, vous voyez, c'est l'Observatoire national de la précarité énergétique. Je ne sais pas si vous aviez connaissance de cet observatoire. Moi, alors, ça dépend du métier qu'on fait. Moi, pas. Comment je l'ai découvert? Tout simplement en allant sur le site de l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, qui renvoie à la précarité. Alors, la précarité, c'est très simple. Le mot veut dire incertitude et pas de marge de manœuvre. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la pauvreté absolue, ça veut dire que vous avez peur de demain. Et ça, c'est une question qui alimente justement les émotions sociales dont je parlais. Alors, vous voyez ici les statistiques de l'ONPE pour l'année 2021. J'ai puisé dans un rapport qui fait 150 pages. 25% des ménages sont en difficulté de paiement. Mais pour un certain nombre d'entre eux, 780 000 en 2021, c'est interruption de livraison. C'est-à-dire qu'on leur coupe le gaz ou l'électricité après une série. Alors, il y a des aides qui viennent ensuite, mais on voit bien que le budget, à un moment donné, bloque là-dessus. Et le chiffre le plus intéressant pour moi dans cette figure, c'est les 84% préoccupés par l'avenir. Et je lisais dans Le Monde une chronique d'une sociologue qui disait, au fond, on est passé des 30 glorieuses à aujourd'hui, une époque où les gens pensaient l'avenir comme quelque chose de mieux, et ils pensent aujourd'hui l'avenir comme une crainte pour eux. Et je crois que ça, c'est quelque chose que l'énergie, le climat, toutes les politiques énergétiques en faveur de l'abaissement du CO2
finalement, ne sont pas du tout en phase avec ce sentiment dans une partie importante de la population. Alors, je voulais recaler ça, parce que justement, quand on est dans le débat public, on entend ça dans les réunions publiques. On entend dans les réunions publiques des gens qui disent « Pourquoi vous nous cassez les pieds avec des taxes carbone ou des choses comme ça? Le CO2, d'abord, on ne le voit pas, on n'est même pas sûr que c'est vrai, etc., etc. » Et donc, je voulais commencer finalement par redonner un peu une espèce de présence à cette partie de la population. Vous voyez, 13 millions de personnes ont modifié leurs habitudes de déplacement à cause du prix du carburant. Ça en 2021, pas en 2023. Alors voilà, c'était le premier point. On a fait rentrer les gens, finalement, dans cette problématique. Alors maintenant, après les gens, il y a un autre domaine où d'autres gens, le Parlement en l'occurrence, et le gouvernement, s'intéressent terriblement à nous. Et sur cette figure qui est absolument pas drôle, mais que vous lisez à toute vitesse, je voudrais essayer de recaler ce qui se passe pendant ce temps-là, du côté de la puissance publique. La puissance publique, alors à chaque fois que vous voyez le A dans le titre d'une loi, c'est pour accélération. C'est d'où le titre que j'ai mis. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on a commencé en 2020 par la loi dite ASAP. C'est une loi qui a pour but d'accélérer les procédures et en particulier les procédures de recours contre des décisions de la politique publique. En ce qui concerne l'éolien en mer, par exemple, ça signifie qu'aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule juridiction, alors qu'auparavant, on avait tout un échelon de juridiction. C'est-à-dire que normalement, on peut régler un contentieux, un recours contentieux, on peut le régler en un an et demi, au lieu de 3 ans ou 4 ans. Cette loi ASAP est très mal perçue par toutes les populations riveraines qui sont impactées en quelque sorte par des grands projets énergétiques. Ensuite, la loi APER, alors le A, c'est toujours pour accélération, production d'énergie renouvelable. C'est ça que veut dire APER. Cette loi, elle a quelques semaines. Donc on est vraiment dans l'actualité la plus actuelle. Et puis la loi d'accélération de la production d'énergie nucléaire n'a pas encore de nom parce qu'elle n'est pas encore votée. Elle est en cours de discussion au Parlement. Et puis vous avez la LPEC. Alors, EC, c'est énergie, climat, et PEC, c'est pour programmation. Celle-ci aussi est en cours, et de cette LPEC, finalement, découlent PPE, SNCB et PNACC. Donc, vous voyez, on est dans un, je vais dire de quoi il retourne, mais on est dans une espèce de maquis, et j'ai mis tout à fait en haut de page loi, stratégie et programme. En fait, comment ça fonctionne? On a des stratégies. De ces stratégies, on tire une loi qui est là pour mettre en œuvre la stratégie. Et une fois que la loi est passée, il va falloir une mise en œuvre concrète et pratique, et c'est à ce moment-là qu'on trouve effectivement les programmes. Donc vous voyez ici que la loi de programmation énergie-climat, elle découle en fait de cette fameuse SFEC, la stratégie française énergie-climat. Alors, je lis beaucoup de journaux, beaucoup d'articles. J'ai dû faire un effort important pour produire cette image absolument effrayante, en fait, simplement moi pour m'y retrouver. Alors, PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est là qu'on va dire il faut tant de pourcents de la production d'électricité dans tant d'années qui proviennent du nucléaire, qui proviennent de l'éolien terrestre, qui proviennent, etc., etc. C'est donc en fait effectivement un programme. SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone. Alors elle voit comment dans toute la société, on peut développer des procédures pour faire baisser les émissions de carbone. Et PNACC, j'arrive jamais à m'en rappeler, mais CC, c'est changement climatique. Voilà, c'est un programme national relatif au changement climatique dans lequel on a encore un certain nombre de dispositions. Le point de vue que j'ai là-dessus, c'est que c'est à peu près incompréhensible. Et je pense que quand on présente ça, quand la puissance publique, là je veux parler de la Direction générale énergie-climat au ministère de la Transition écologique, qui est maintenant un ministère à part entière avec l'énergie, présente au public, vous allez au bout de l'île d'Oléron et vous présentez ça au public,
normalement, il se passe quelque chose de pas bien du tout. Et le souvenir que j'ai, moi, d'avoir présenté la première réunion pour un projet de parc au large d'Oléron, tout à fait au bout de l'île d'Oléron, dont le sous-préfet de Rochefort disait c'est une île de pirates. Et il disait donc l'île de Ré, au contraire, c'est le 21e arrondissement de Paris. Mais Oléron, c'est une île de pirates. On est au bout de l'île et je dis, mesdames, messieurs, 250 personnes dans la salle, nous sommes là dans le contexte de la préparation de la politique publique de l'énergie pour les 30 ans qui viennent. Et il y a quelqu'un qui se lève et qui crie, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, je veux mettre cette image et la mettre en regard finalement de la réaction de gens qui sont évidemment complètement démunis devant la complexité du dispositif. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors on a vu les gens, on a vu le législateur dans ses œuvres, alors ses œuvres en cours. C'est tellement en cours ces œuvres que cet après-midi, jusqu'à 17h, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, la Commission nationale du débat public était en train de valider la saisine de 3 ministères, l'énergie, la transition écologique et la mer, pour lancer 4 débats sur l'ensemble des façades maritimes françaises pour une planification de la mer à 2035 et 2050, qui va être proposée aux gens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, on est vraiment dans l'actualité et du coup, après les gens, après le politique, voilà maintenant les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est RTE, Réseau de transport d'électricité. En 2019, le gouvernement a demandé à RTE de lancer une prospective de l'énergie. Alors, l'image d'après va vous montrer l'un des documents de cette prospective de l'énergie. C'est un travail qui a pris 2 ans. L'objectif de ce travail, c'est d'imaginer des scénarios pour nous dire comment on pourrait avoir besoin d'électricité et utiliser de l'électricité en 2050, c'est-à-dire dans une génération. Donc à l'âge que j'ai, c'est clair que le résultat de la PPE, je ne vais pas le voir. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se projette dans le futur et qui soulève une question intéressante, qui est la question du changement générationnel. Les jeunes générations sont relativement peu représentées dans tous ces débats, et c'est vrai que leur regard, lorsqu'elles sont présentes et qu'elles s'expriment, leur regard est sensiblement différent de celui des tranches d'âge plus élevées. Alors, comme vous le voyez, en 2020, on est avant l'Ukraine, on est avant toutes ces choses-là, on est pratiquement dans une situation relativement stable des dernières années de 2010-2020. Le nucléaire représente, comme vous le voyez, la plus grosse partie de notre production d'électricité. Comme vous le voyez, l'éolien en mer et autres énergies marines, zéro. Zéro. Quand vous prenez une carte de l'Europe, ce que je n'ai pas fait parce que je suis un peu paresseux, Europe du Nord, il y a déjà 6000 mâts dans la mer au large de la Suède, du Danemark, de l'Allemagne, les îles britanniques, bien entendu, et parfois très loin des côtes, 6000 mâts. Nous, en 2020, c'est zéro mât. Aujourd'hui, comme vous le savez, on a le parc de Saint-Nazaire qui a été mis en service, mais c'est tout à fait récent, c'est il y a quelques mois à peine. Alors, ça, c'est le point de départ, c'est la situation d'aujourd'hui, et j'ai dans l'image d'après, merci, hein, je pourrais le faire moi-même, mais en fait, quand je parle, je ne peux pas faire autre chose. Ma femme me dit toujours, mais tu ne sais pas faire 2 choses à la fois. Ben non. Voilà, ça doit être à cause de ça. Voilà. Alors, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu de cette prospective de RTE? Ce n'est pas de faire que l'électricité qu'on produit déjà soit décarbonée, parce qu'elle est très largement décarbonée. C'est que tout ce qui n'est pas de l'électricité, ça passe dans l'électricité. Voilà comment on peut le résumer. Il faut enlever tout le thermique, et tout le thermique, ça veut dire dans notre consommation globale d'énergie, c'est moins 40%. Donc c'est absolument énorme. Et du coup, il faut que l'électricité puisse remplacer une partie de ces 40% parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et donc, il nous faut, selon les scénarios, entre 30 et 45% d'électricité en plus, dans l'hypothèse où, en effet, on peut se passer du fossile. Alors ça, c'est une question
qu'on a eu beaucoup de difficultés à faire passer dans les salles des réunions dans ces 2 débats publics en Normandie et à Oléron et en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'en fait, les gens disent: pourquoi voulez-vous absolument mettre des éoliennes sur Terre et dans la mer et des panneaux solaires et tous ces trucs-là, puisqu'on a le nucléaire? Et quand on répond, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est faire passer le thermique dans l'électrique. Très, très difficile à faire comprendre. Il faut des trésors de pédagogie et pas mal de petits croquis, et puis trouver des relais dans les salles pour diffuser ça. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup interpellé, de voir que c'était difficile d'arriver à comprendre qu'en fait, le problème, ce n'est pas le nucléaire, le problème, c'est le thermique. Voilà. Alors, les scénarios, eh bien, bon, voilà la récapitulation de ce qu'on trouve dans cette prospective de RTE. Alors, si vous êtes passionné par ça, si vous vous ennuyez terriblement dans la vie, vous pouvez accéder en ligne à la prospective de RTE, 1600 pages, mais il y a une synthèse de 300 pages. Alors, j'ai essayé de sortir ce tableau de tout ça. Alors, là, décomposons-le. Les composantes de la prospective, comme vous le voyez, il y a plus de gens, c'est l'évolution démographique et c'est l'évolution économique. L'évolution économique, c'est 2 choses. C'est le PIB, qui est un facteur qui explique la consommation, et d'autre part, c'est la réindustrialisation éventuelle, qui consomme beaucoup d'électricité, consomme beaucoup d'énergie. Et puis l'efficacité, eh bien, c'est tous les engins qui vont consommer moins d'électricité pour produire le même résultat. C'est le lave-linge, hein. C'est le lave-linge. Et tous ces engins électriques, la lumière, le chauffage. Et comme vous le voyez, donc la production actuelle est à 537. D'après RTE, il faut qu'on monte à 708, donc plus 30% dans ce scénario-là. Et comme vous le voyez, donc l'évolution démographique et économique, c'est plus 47 TWh. Le T, c'est terawatt. Hein. Terawatt, c'est 1000 gigawatts. Le gigawatt, c'est 1000 mégawatts et 1000 jusqu'au kilowatt, qui est notre mesure habituelle au compteur. Et vous voyez que le transfert du fossile, c'est 324 TWh, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas si éloigné que ça de la production actuelle de l'énergie. Bon, alors on fait le bilan, moins 200, plus 300, plus 47, plus on arrive à 708. Voilà ce que RTE dit. Et je pense que lorsque le président de la République, on va y revenir tout à l'heure, dans son fameux discours de Belfort, dit 40 gigawatts dans la mer, plus une vingtaine d'EPR de 2e génération, je pense qu'évidemment, c'est le résultat de la prospective RTE qui est passée en langage politique. On va y revenir. Alors, pour terminer cette affaire, j'ose pas toucher, j'ai trop de mal à mettre le truc au point. Voilà. Alors voilà, là, je vous ai extirpé des 1600 pages 2 scénarios. Alors, ces scénarios ne portent pas sur la même quantité de gigawatts installés, tout simplement parce qu'il y a tous les autres facteurs, la sobriété, l'efficacité, la réindustrialisation. Donc, en fait, ces scénarios sont des façons de voir l'avenir un peu global. Moi, j'ai ressorti seulement ce qui portait sur la puissance installée. Donc, la puissance installée, ça s'exprime en gigawatts. La puissance installée, pour un réacteur nucléaire, ça peut donner de l'électricité tout le temps. On a vu que pour nos réacteurs, ce n'était pas le cas. Mais ça pourrait. Pour l'éolien, ça donne de l'électricité quand il y a du vent. Donc là, on parle bien de puissance installée et non pas d'électricité produite. Voilà. Alors, comme vous le voyez, il y a un premier scénario qui répond un petit peu à ce qu'un groupe qui s'appelle Negawatt avait proposé, en disant on peut se passer complètement du nucléaire, c'est-à-dire à la fois du fossile et du nucléaire. C'est-à-dire qu'il vous reste quoi? Que du renouvelable. Panneaux solaires, éolien terrestre, éolien en mer. Alors, dans tout ça, il y a l'hydroélectricité qui est quelque chose de relativement important, qui arrive à 15 à 20% de la production d'électricité, mais qui est constante dans tous les scénarios. Donc, je ne l'ai pas fait apparaître. Alors, vous voyez, dans le scénario sans nucléaire, le nucléaire historique, on a tout arrêté. Donc, c'est Fessenheim multiplié par 58, puisqu'on a 58 réacteurs nucléaires. Et le nouveau, on n'en met pas. Ça veut dire qu'il faut
le solaire, il faut multiplier la puissance actuelle par 21. Il faut 208 gigawatts installés, il faut multiplier par 21. L'éolien terrestre, il faut le multiplier par 4. L'éolien marin, on le multiplie par rien parce que pour l'instant, il y en a 0. Et comme vous le voyez, ça vous donne la répartition de la production, non, pas de la production, de la puissance installée. 60% c'est du solaire, c'est des panneaux, 22% c'est du terrestre et 18% c'est du marin. Le deuxième scénario qui est en dessous, c'est renouvelable et nucléaire à 50-50. Je pense qu'on peut dire que dans les 6 scénarios étudiés par RTE, c'est visiblement le scénario le plus équilibré, puisqu'il dit moitié-moitié. Voilà. Alors là, comme vous le voyez, il faut conserver 24 réacteurs sur 58, les plus récents, mais il faut quand même les emmener à pratiquement 40 ou 50 ans d'existence. Ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir faire, sauf qu'après tout, on n'en sait rien. Donc là, il y a une incertitude technologique, mais ça paraît pas forcément pour les spécialistes impensable. Impensable. Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit impensable. En revanche, ce que vous voyez, c'est qu'il nous faut des EPR de deuxième génération, il nous en faut 14. Et ça, c'est quelque chose qui a eu un effet sur le débat en Nouvelle-Aquitaine. Quand vous dites il faut faire du renouvelable, les gens vous répondent c'est pas la peine, on a du nucléaire. Le thermique, on a vu, on le met de côté, il n'y pense pas. Quand on apprend par le président de la République à Belfort qu'il va falloir avoir entre 14 et 22 EPR, là, ça change les choses. C'est-à-dire que l'acceptation du nucléaire, pour l'instant, elle est en discussion. Je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer, alors que ça paraissait la solution qui ne posait de problème à personne jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Pas au tout début du nucléaire et pas pour certains groupes, certaines ONG, évidemment, totalement anti-nucléaires. Donc là, 14 EPR, c'est 14 réacteurs nucléaires. Un réacteur nucléaire, c'est à peu près la puissance d'un parc éolien marin, à peu de choses près, peut-être surtout pour des parcs éoliens à venir. Voilà. Donc, 14 EPR, a priori dans l'enceinte des centrales nucléaires existantes. Alors voilà ces deux scénarios absolument extrêmes. Hein. Le scénario le plus équilibré est présenté comme un scénario qui est à l'autre bout du sans nucléaire. Et on voit que dans cette affaire, de toute façon, on est obligé de compter sur l'éolien marin. Vous voyez qu'il faut arriver à loger dans ce scénario 22 gigawatts de puissance installée. Je vous rappelle que le président de la République n'a pas dit 22, il a dit 40. Voilà. Donc, même chez RTE, avec le sens de la nuance et beaucoup de concertation avec des parties prenantes, avec les pêcheurs, avec les ONG environnementales, avec les industriels de l'énergie, RTE arrive finalement à dessiner des futurs possibles. Dans tous ces futurs, quelle est la place accordée à la sobriété pour RTE? Pas de place accordée à la sobriété. C'est un facteur que RTE a jugé trop incertain. Et je pense que quand on reprend les premières images que je vous ai présentées et qu'on voit que ici, les énergéticiens ont laissé la sobriété de côté, un peu comme bonus si ça se produit, je pense qu'ils ont été probablement dans la sagesse. Voilà. Parce que la sobriété suppose quand même des modifications profondes des modes de vie. Mais c'est là que j'aurais envie de faire réintervenir le changement générationnel, qui est également un sujet très, très intéressant. Alors là, pour vous, trouver des spécialistes du changement générationnel, c'est probablement un exposé formidable. Si on enlève cette question du changement des générations, quand on pense à 30 ans, je pense qu'on est complètement à côté de la bonne méthode. Voilà. Alors, tout ça pour dire que pour les énergéticiens, effectivement, cet exercice de prospective a été important. On en déduit quoi? On en déduit que, quels que soient les sites de production, en nucléaire ou en renouvelable, le réseau de transport lui-même est devant un énorme problème. Jusqu'à présent, on avait des centrales assez grosses qui faisaient beaucoup de courant et qui étaient reliées entre elles et aux consommateurs par le réseau que vous connaissez, le réseau des lignes à très haute tension, 400 000 volts, 225 000 volts. Et ensuite,
pratiquement, c'est de la petite distribution, si je puis dire. Après, c'est Enedis qui prend le relais. En fait, en éparpillant les sources de production d'électricité, on modifie complètement la géographie des apports au réseau. Et on sait en particulier que pour l'éolien en mer, si on vise 20, 30 ou 40 gigawatts dans la mer, se pose un problème tout simple, c'est celui du raccordement au réseau terrestre. Il y aura donc probablement quelques milliards à trouver également pour conforter le réseau terrestre. Et c'est là que se pose une autre question qui n'est pas dans la mer, c'est qu'on conforte le réseau terrestre comment? En passant en l'air ou en passant sous terre. Là encore, de grandes questions technologiques sont devant les énergéticiens. Je ne suis pas, encore une fois, vous voyez, moi c'est sciences sociales, mon métier et ma formation. Je pense qu'on arrive à comprendre quand même la complexité de ces questions. Dans le débat public sur les parcs éoliens, on a eu des débats avec des gens dans les salles. Alors les gens dans les salles, il y a ceux qui ne comprennent pas bien pourquoi il faut mettre le thermique dans le coup, mais il y a aussi ceux qui disent après, quand on boit un coup, moi j'étais ingénieur chez EDF. Ah, ok, très bien, on comprend l'intervention. L'intervention, c'est courant continu, courant alternatif. Comment, à des salles de 250 personnes qui sont vent debout, j'utilise le mot devant exprès, pastoche, qui sont vent debout contre le projet de parc, comment vous pouvez essayer de dire quels sont les avantages et les inconvénients du courant continu et du courant alternatif. Toutes ces choses-là se présentent dans le débat public, hein, et c'est pour ça que ça va me servir de transition, parce que l'image d'après, c'est ma station numéro 4, c'est la CNDP. Alors, la CNDP, moi je l'ai écrit en toutes lettres finalement, c'est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire une chose, ça veut dire que si elle relève du budget de l'État, budget de la nation en fait, elle est indépendante du pouvoir politique. Et elle est indépendante de tout pouvoir. C'est-à-dire qu'une fois que la présidence a été nommée, la présidence est inamovible pendant la durée de son mandat. Évidemment, au bout du mandat, on change de présidence. Alors, c'est le Code de l'environnement qui est en quelque sorte le moteur, j'allais dire le réacteur nucléaire, peut-être pas, qui est le moteur de la CNDP. Et dans le Code de l'environnement, c'est pareil, vous pouvez en ligne, par un soir de brouillard, aller consulter les articles dans le titre 2, 120 à 127, qui encadrent complètement le fonctionnement de la Commission nationale du débat public. Alors, que disent ces articles? Un seul, le 121, il dit lorsque un grand projet est projeté, il faut saisir la commission du débat public qui va organiser un débat auprès tout simplement des citoyens, et même plus largement que les citoyens, les habitants de ce pays. Ce débat-là, qu'on appelle donc le débat public, il a deux objectifs. Demander au public au pluriel, car les publics sont extrêmement divers, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, on demande au public quelle est l'opportunité du projet. Donc, si le projet n'est pas opportun, on dit il ne faut pas faire ce projet. Voilà la réponse. Mais on pourrait très bien dire que ce projet est opportun, mais sous certaines conditions, il pourrait être autrement. Et c'est là qu'on a la deuxième notion qui fait partie de cet article 121, c'est l'alternative. On demande aux gens, éventuellement, de proposer des alternatives au projet. Alors, l'alternative zéro, c'est ne faites pas le projet. Hein, j'ai une alternative à votre projet, c'est que vous ne le faites pas. Mais ensuite, on a toute une déclinaison d'alternatives, et c'est la raison pour laquelle le débat public, quand on le construit convenablement, eh bien, il a pour objectif de mettre les publics dans la situation de construire des argumentaires. Et c'est quelque chose dont il sort généralement une sorte de satisfaction quand c'est construit convenablement. Alors, quels sont les principes de la CNDP? On a dit c'est l'indépendance et la neutralité. On est indépendant de toute forme de pression. C'est à soi-même, c'est un problème d'éthique d'une certaine façon, de rester indépendant à toute forme de pression. La neutralité. Dans un débat public, la commission du débat public n'est pas là pour
faire avaler le projet au public et elle n'est pas là non plus pour le déglinguer. Donc c'est ça la neutralité. Et moi, j'ai le souvenir que dans les 2 débats que j'ai présidés, on ne s'est jamais demandé entre nous dans la commission, 6 à 8 membres chaque fois, si on était pour ce projet ou contre ce projet. Notre mission était ailleurs, on ne s'est jamais entre nous posé cette question. Et puis alors, il y a l'égalité. L'égalité, ça veut dire que toute parole doit être entendue, y compris des âneries. Toute parole doit être entendue, on entend des âneries. Ce qui rend la commission extrêmement humble la plupart du temps, c'est qu'au milieu d'un fatras d'âneries, il y a quelque chose qui dit quelque chose des gens, qui dit quelque chose du projet. Et c'est ça que nous devons détecter. Donc l'humilité, c'est probablement la qualité numéro 1 des membres de ces commissions. Et quant à la transparence, tout ce qui se fait est rendu public. Rien, il n'y a pas de, partie cachée. Les parties prenantes ne s'adressent pas à la commission indépendamment des publics. Donc tout est diffusé par des moyens numériques, par la presse. À Oléron, nous avons passé un partenariat qui a coûté à la DGEC, au ministère, 100 000 euros, ce partenariat avec le groupe Sud-Ouest, qui, les journalistes étaient libres de faire ce qu'ils voulaient pour relater le débat public, et il y avait des encarts dans le journal. Ce qui veut dire que des personnes qui finissaient d'écailler le maquereau de la pêche du matin pouvaient lire le compte-rendu d'une réunion entre les écailles de maquereau dans le journal qui était étalé sur la table. Bon, ça c'est une chose tout à fait importante, cette question de transparence. Alors, dans ce cadre-là, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu en matière de renouvelables? Très très peu de choses. Tout simplement parce que les projets d'éolien terrestre ne sont pas assez onéreux pour déclencher le débat public. Vous avez un seuil qui était à 300 millions d'euros du projet. Un parc éolien, c'est 1,5 milliard. Donc là, ça déclenche. Qu'est-ce qui déclenche, par exemple, le projet d'agrandissement de la gare de Pardieu à Lyon? Projet d'1 milliard. On passe en dessous, on passe au-dessus, de toute façon, il n'y a pas de place pour passer. 1 milliard. Donc, on déclenche obligatoirement, et c'est le Code de l'environnement qui le dit, et la loi budgétaire chaque année, qui dit, là, ça déclenche du débat public. Donc, en fait, l'éolien terrestre est pratiquement passé complètement à côté de débats, voire de concertations, sauf des petites concertations locales à l'initiative, la plupart du temps, des maires des communes. Alors, comment se présente ce fameux débat public qui, finalement, a devant lui le problème de l'énergie, comme je vais vous le dire après, et comme on va le voir avec la mer. La maîtrise d'ouvrage, elle a en face d'elle des élus, des ONG et les publics dans leur généralité. Et comme vous voyez, tout ça fait un enchevêtrement très compliqué. Les élus ne sont pas tous d'accord entre eux. Les ONG sont généralement pas du tout sur la même ligne, mais sont capables de mener des ententes temporaires. Je prends l'exemple de la pêche dans nos affaires de mer. Pour la pêche, c'est assez simple. Les ONG, France Nature Environnement, trouvent que racler le fond des mers, c'est pas bien. Les pêcheurs trouvent que racler le fond des mers, c'est bien. Donc là, il y a une technique de pêche et on a FNE contre le comité régional des pêches de Normandie ou de Nouvelle-Aquitaine et ils sont à couteau tiré. Mais sur le parc éolien, ils sont associés. Pas de parc éolien parce que ça va gêner les poissons et pas de parc éolien parce que ça va gêner les pêcheurs. Donc ces ententes de circonstances sont multiples, se forment et se déforment et c'est quelque chose de compliqué finalement, ce débat public. Et puis enfin, pour les publics, on a ce que j'ai appelé des conflits d'acceptabilité. Alors, les sociologues et c'est l'image d'après, les sociologues ont pris l'habitude de classer un petit peu la position des publics telle qu'elle s'exprime au cours d'un débat. Alors, le rejet, c'est j'en veux pas. Et pendant tout le débat, qui dure 4 à 6 mois, des gens viennent dire j'en veux pas. La résignation, c'est une partie des publics qui dit on n'en veut pas, mais de toute façon, on n'a pas le pouvoir de s'y opposer. Alors, que voulez-vous? C'est ce qu'on appelle la résignation. Voilà, ça ne nous plaît pas, on est contre, mais bon, on va pas, ça ne sert à rien de manifester puisque de toute façon, on n'aura pas le dernier mot.
Le consentement, c'est différent. Ça veut dire qu'une partie des publics est rentrée dans le raisonnement de la maîtrise d'ouvrage. Et ensuite, on a l'adhésion. L'adhésion, ça veut dire que le raisonnement est complètement adapté et qu'on soutient le projet. Et l'appropriation, c'est le stade encore après, c'est qu'on est non seulement on soutient le projet, mais on est le promoteur du projet avec la maîtrise d'ouvrage. On trouve toutes ces positions dans le débat public et on les trouve qui se déforment au cours des 4 à 6 mois du débat public. Voilà pourquoi c'est un moment d'observation que moi je trouve absolument irremplaçable de la vie de la société dans sa profondeur et dans sa diversité. Voilà. Et c'est là peut-être que j'ai retrouvé ces sociabilités d'élèves et d'étudiants que j'ai connues pendant ma vie professionnelle. Alors voilà pour la CNDP, mais moi j'aurais une question à vous poser. Est-ce que je vous ai appris quelque chose à propos de la CNDP? Voilà, alors je suis content que vous fassiez comme ça avec la tête parce que je trouve que c'est une instance importante, quasiment méconnue. Son nom, peut-être, je vous en prie. Alors, c'est très ancien, ça ne s'est pas appelé la CNDP tout de suite. Alors bon, l'histoire de la CNDP, je peux revenir un autre jour pour faire ça, il y en a pour 1 heure sûrement. C'est Monsieur Barnier, ministre, vous voyez Monsieur Barnier, un vieux ministre aujourd'hui qui a été un jeune ministre, qui a inventé finalement ce qui va devenir la CNDP, c'est-à-dire en fait la concertation et le débat public. Et dans l'histoire en France de cette affaire-là, c'est la SNCF qui est finalement en situation d'innovation avec les lignes de TGV. Les LGV déclenchent tellement d'opposition que la SNCF a construit une véritable culture de la concertation. Et c'est de ça qu'on s'inspire. Alors, effectivement, on a Barnier. Ensuite, on a quelque chose qui se passe en Europe, c'est la Convention d'Aarhus. La Convention d'Aarhus définit pour l'Europe, pour l'Europe politique, définit le droit des publics à être informés de choses qui peuvent avoir un effet sur eux. Voilà. Et donc, Barnier plus Convention d'Aarhus, ça devient la CNDP qui a aujourd'hui, elle est aujourd'hui plus de 20 ans. Plus de 20 ans, elle doit avoir alors, j'attendais, alors j'avais pas prévu de parler de ça, mais comme je suis en train de vous expliquer que je passe ma vie à ça, effectivement, je peux répondre. Réponse, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment moi j'ai fait pour atterrir là-dedans. Mais c'est une chose est mais je vais quand même vous répondre. En fait, ce n'est membre d'une commission, ce n'est pas un métier. C'est indemnisé d'une façon telle que vous ne pouvez pas en vivre. Et la plupart du temps, vous consacrez beaucoup, beaucoup plus de temps que ce qui est indemnisé. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est tout simplement parce que ce n'est pas un métier. Il n'y a pas des gens qui font ça parce que c'est leur profession. Ce sont des citoyens qui sont à l'écoute et à l'attention d'autres citoyens. Ils vont recueillir leurs paroles, ils vont avoir probablement le bagage nécessaire pour rédiger des rapports qui souvent font plusieurs dizaines de pages, et ils sont là pour permettre au maître d'ouvrage d'avoir une lecture différente de la sienne propre. Donc, comment sont-ils nommés? On va arriver à la question. Alors, je vais vous dire comment moi j'ai atterri là-dedans. Peut-être que ça va donner une indication. Il se trouve que, comme l'a rappelé Jean-Michel tout à l'heure, moi, dans mon métier de géographe et de professeur d'université et de consultant aussi, j'étais un spécialiste de transport ferroviaire. Quand il y a eu le débat sur Lyon avec la gare de Pardieu, il y a quelqu'un qui, à la CNDP, s'est rappelé qu'il avait vu un article dans une revue et il est allé ensuite fouiller sur Internet en disant ce monsieur Bossir-là connaît bien le chemin de fer, il connaît bien la SNCF, peut-être que ce serait intéressant. Bon, on me l'a proposé. Qui me l'a proposé? Le président de ce débat sur le Pardieu à Lyon, qui était tout simplement l'ancien directeur général de l'équipement d'Île-de-France, Jean-Claude Briscard, pour ceux d'entre vous qui peuvent connaître ces milieux. Donc j'ai travaillé dans cette commission-là. Une fois que j'avais mis le doigt dans l'engrenage, ça a été très facile. Chantal Joanneau, qui était jusqu'à la semaine dernière la présidente de la CNDP, a été confrontée à un gros problème en Normandie. Le président de la commission pour l'éolien en Normandie a démissionné à 3 heures du matin.
Il a envoyé un mail à Chantal Joanneau en disant « j'arrête ». Chantal Joanneau, le lendemain matin, s'est dit « il me faut quelqu'un pour le remplacer ». Et visiblement, ce qu'on avait fait à Lyon était honorable, j'ai envie de dire, et donc Chantal Joanneau m'a appelé en disant Francis, est-ce que tu ne veux pas, puisque à force de se fréquenter, on se tutoie, Francis, est-ce que tu ne veux pas prendre le relais? Donc j'ai fait caserne de pompiers en Normandie, et comme en Normandie, on n'a plutôt pas trop mal réussi notre affaire, elle me dit un jour, est-ce que tu ne voudrais pas prendre Oléron, mais ce sera beaucoup plus houleux. Voilà, je la cite. Et là, j'ai répondu, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas? Et c'est là qu'elle a entendu oui. Voilà, également. Donc, voilà comment moi je suis rentré dedans. Donc, on voit bien, il y a de la cooptation. Est-ce que je connais quelqu'un si, sur ces futurs débats de la mer, est-ce que j'ai un collègue quelque part dans une université, à La Rochelle ou autre, ou à Brest, qui est versé dans ces questions et que ça intéresserait? Voilà comment ça va se faire. Et ensuite, tout ça est présenté devant le Collège national de la CNDP, qui est une société en réduction. Il y a des représentants des partis politiques, il y a des représentants des syndicats, des ONG, d'une certaine façon, une petite société de 25 membres qui représente la société française. Et c'est là qu'évidemment sont validées ces candidatures. Voilà, je pense avoir répondu, mais effectivement, si certains d'entre vous sont passionnés, je peux faire passer vos CV auprès de la présidence de la CNDP. Voilà. Alors, peut-être, cinquième acte, alors ça ressemblait à une fable de La Fontaine, là c'est un peu une tragédie de Racine avec 5 actes, en moins bien que dans Racine également, ça permet de préciser, quoi. Alors voilà, on a un petit peu déjà parlé de la mer. Pourquoi je voudrais revenir sur la mer pour finir? Peut-être parce que, comme tous les géographes, j'ai besoin d'un terrain. Et la mer est un terrain comme un autre. Au fond, l'enjeu actuel de ces 3 ministères que je vous ai cités tout à l'heure, et ça se passe en ce moment même dans ces ministères et à la CNDP, quand je dis c'est en ce moment même, c'est cette semaine, finalement, c'est la planification de l'espace maritime. Au fond, on connaissait les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, j'ai envie de dire, SCOT de mer. Voilà. Ça, c'est l'enjeu. Et comme ça va déclencher finalement des budgets considérables en matière d'investissement, un parc éolien, 1,5 milliard, vous mettez 40 gigawatts, c'est 50 parcs, 50 fois 1 milliard. Bon, voilà, évidemment, ça devient du débat public, c'est obligatoire. Et donc, là, c'est un petit peu ce qui se passe. Et ce que je voudrais, c'est, après vous avoir parlé des stratégies pour l'énergie, vous parler des stratégies pour la mer. Parce que pendant qu'on était en train de s'intéresser à la Direction générale énergie-climat avec la stratégie l'ASFEC, l'ALPEC, le PPE, etc., pendant ce temps-là, au ministère de la Mer, ils faisaient exactement la même chose. C'est l'image d'après. Je passe. Voilà. Alors, le point de départ de tout ça, je vous ai repris la phrase du président de la République à Belfort. Alors, il y avait 2 phrases. Il y en avait une sur le nucléaire et l'autre sur l'éolien en mer. Donc, 40 gigawatts, 50 parcs, peut-être un petit peu moins. 50 parcs, aujourd'hui, on en a 4 ou 5, dont un seul est construit. Les autres sont encore soit en construction, soit en conception. Voilà, donc ça, c'est le point de départ de cette avalanche de problèmes. Parce que 50 parcs dans la mer, je vais dire ça familièrement, on ne peut pas dire dans la mer, trouvez-moi un petit endroit par-ci, par-là pour loger un parc, un endroit où ça gêne personne. Jusqu'à présent, c'est un peu comme ça qu'on a fonctionné. Avec 40 gigawatts, soit 50 parcs, on ne peut plus faire comme ça. La mer doit accueillir un nouvel usager. Or, la mer, elle est déjà pleine. Elle est pleine de pêcheurs, elle est pleine de réglementations, elle est pleine de militaires. Énormément de militaires dans la mer qui font des tas de choses. Qu'est-ce que j'ai oublié? Elle est pleine de touristes, elle est pleine de plaisanciers, elle est pleine de bateaux, etc., etc. Et surtout, elle est remplie de réglementations. Donc là, il faut loger d'un seul coup, non pas un petit truc par-ci, par-là, mais quelque chose de relativement important. Aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, il y a un parc en conception. Il va probablement falloir arriver à 7 ou 8. En Normandie, on a déjà plusieurs parcs. Fécamp, Dieppe,
Courseulles, et puis les parcs au large de Barfleur, 1 puis 2, alors ça fait 5 parcs. Probablement que la Normandie va devoir en accueillir encore autant. Donc c'est ça, si on prend au pied de la lettre cette formule de la présidence de la République qui se traduit ensuite dans la PPE qui nous attend cet été, alors surveillez le journal, cet été et à l'automne, on aura la PPE qui va dire tant de parcs ici et là, etc. Bon, ça, c'est le problème. Mais du coup, qui intervient dans le débat maintenant? C'est le ministère de la Mer. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de mer, il n'y avait que de l'énergie, et l'énergie se fiche de la mer. À la limite, si c'était solide, l'océan, ce serait plus pratique. En fait, ce qui intéresse l'énergie, c'est le vent. Donc là, maintenant, la mer est impliquée. Alors, voilà l'équivalent de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y aura pas d'interro écrite. Là, vous voyez qu'on a aussi une stratégie nationale, comme on en avait une tout à l'heure pour l'énergie. Elle s'appelle mer et littoral. Elle est valable pour 23-29. Là, j'ai bien mis 2000, pas 1900. Ça veut dire qu'elle est en cours de conception. 23, c'est maintenant. Elle n'est pas encore rédigée. Elle est en cours de conception. J'imagine qu'on ne doit pas être très loin du but. Et elle va donner lieu à 2 directives cadres, une pour le milieu marin, une pour la planification de l'espace maritime. Et tout ça est mis en œuvre dans un outil qui est l'équivalent d'un SCOT, d'une certaine façon, qui s'appelle le document stratégique de façade DSF. Donc là, on a 4 DSF qui sont en révision et qui doivent accueillir chacun une assez grande quantité de gigawatts d'éolien en mer. Nos 4 DSF, hein, c'est Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Méditerranée. Donc voilà comment ça se présente aujourd'hui. Et j'ai fait une espèce de petit résumé que vous lisez à toute vitesse, je ne vais pas vous le lire, mais qui montre la complexité du problème qu'on est en train de déclencher et qui crée quelques soucis finalement à la CNDP parce que c'est une organisation très lourde. On n'est plus sur du projet, on est sur de la planification de long terme. Et c'est très très différent. En Normandie, le ministère avait dit voilà une zone, essayez de loger un parc dans cette zone. En Nouvelle-Aquitaine, même chose. En Bretagne, même chose. Ici, on dit à 2035 puis à 2050, trouvez les zones dans lesquelles l'éolien en mer peut être compatible avec les autres usagers de la mer. Alors, redisons-le, la pêche, bien entendu, euh, le tourisme, très important, et puis une autre dimension, euh, évidemment, la mer comme écosystème, bien sûr, et puis une autre dimension, c'est la dimension culturelle. On s'est aperçu dans le débat public qu'on ne pouvait pas traiter la mer comme un objet. La mer est quelque chose qui est profondément ancré, et pas seulement pour les riverains ou pour les îliens, mais pour l'ensemble de la population. La mer est quelque chose qui a une dimension culturelle. Si on voulait résumer les propos qu'on a pu tenir avec l'École supérieure de paysage de Versailles, qu'on a fait intervenir aussi dans certaines... Au fond, la mer, c'est un truc plat. Alors, quand il y a tempête, un peu moins, mais globalement, c'est plat, c'est horizontal, et tout ce qu'il y a dans la mer bouge. L'éolien, il est vertical, on le voit de loin, et il ne bougera plus pendant 25 ans. Et je pense que c'est quelque chose qui heurte une conception culturelle de la mer à peu près dans toutes les couches de la société. N'oublions pas, et je vais peut-être finir un peu par là, une éolienne, quand elle a une éolienne dedans 5 ou 10 ans, hein, quand on décide de faire quelque chose, on commence à voir tourner les pales, 10 ans, 8 à 10 ans plus tard, eh bien dans 10 ans, une éolienne avec la pale en l'air comme ça, c'est 260 mètres. On n'est plus très loin de la Tour Eiffel. Un parc éolien, c'est 60 à 70 mâts. Entre chacun de ces mâts, on a 1,5, 1,8 ou 2 km. Donc ça donne une idée, et c'est pour ça que la plupart du temps dans les publics, ce qu'on entend d'abord, c'est ce que vous nous proposez, c'est monstrueux. Et c'est vraiment quelque chose qui est différent. Je pense que pour les énergéticiens, la mer, c'est simplement le prolongement du continent. Pour une culture de la mer, ce n'est pas un prolongement du continent, c'est autre chose qui vient au continent. Et c'est très, très différent. Et ça, ce sont des choses
j'aimerais bien que dans les débats qui vont venir, on puisse explorer un peu plus profondément ces questions qui sont culturelles et qui permettent de comprendre comment des gens qui ne verront pas ces éoliennes parce qu'elles seront éventuellement très loin, qui auront le courant des éoliennes, sont quand même totalement opposés à l'idée qu'on puisse mettre ça dans la mer. Voilà. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu tout ça. Alors là, j'avais prévu un garde-manger. Je l'avais pas mis dans. Je vais vous les montrer. Je l'avais pas mis parce que j'étais pas sûr qu'on puisse projeter là le diaporama. Mais du coup, je vous commande ces 3 images qui étaient dans mon garde-manger. Vous voyez, 2001-2006, c'est pour dire que le problème n'est pas nouveau. Regardez en fonction des quintiles de revenus, donc c'est chaque fois 20% des ménages. Pour le quintile 1, c'est les ménages les moins fortunés. Simplement en 5 ans, après 2000, le poids, le poids de la dépense énergétique passe de 10 à 14. Et ça a commencé comme ça, et ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'au gilet jaune. Donc, regardez pendant ce temps-là que dans le dernier quintile, effectivement, vos revenus progressent plus vite que le coût de l'énergie. Voilà. Alors, l'image d'après, dans mon garde-manger, on ne va pas manger beaucoup parce qu'il n'y a que 3 images dans le garde-manger. Quelqu'un qui veut rentrer. Moi, je l'ai fait. D'accord. Alors, bienvenue. Alors du coup, les dupes, on va la trouver par là. Voilà. Sur cette figure, j'avais reconstruit ça précisément d'ailleurs pour un exposé fait au CEREMA à l'époque. Vous voyez l'évolution entre 1985 et 2007. On est donc toujours avant cette période où maintenant les choses sont manifestes. Vous voyez en bleu l'indice de progression de l'achat de pétrole. Vous avez l'indice d'évolution du prix d'une maison standard, et puis entre les deux, le SMIC. Et vous voyez qu'à partir, donc ça se passe, alors je ne sais pas où est le pointeur est là, voilà, j'ai trouvé le pointeur, très bien. Ça, à partir toujours de ce clivage de début des années 2000, cette courbe-là se met à grimper, mais en même temps que le prix de l'immobilier qui décolle par rapport à l'évolution du SMIC. Donc il se passe quelque chose, et ce qui se passe, c'est que quand ça vous coûte plus cher de vous déplacer, ça vous coûte aussi plus cher en même temps de vous loger. Voilà. Et ça, alors je n'ai pas poursuivi ces courbes parce que je suis parti à la retraite. Vous trouvez que je suis un gros paresseux, qu'il aurait quand même pu. Ce serait intéressant de la poursuivre, cette courbe. Et puis alors la dernière. Ah non, non, ça ne fait que pas s'arranger, bien entendu. Sinon, on ne comprend pas les gilets jaunes. Voilà. Et puis alors après, la dernière c'est quelque chose d'un peu différent, c'est le prix équivalent de travail du pétrole. Ça veut dire combien de temps vous devez travailler pour acheter 1 litre d'essence quand vous êtes rémunéré au SMIC. Alors vous voyez, on a évidemment la crise énergétique des années 80 qui, par parenthèse, est liée elle aussi à une guerre au Moyen-Orient. Vous voyez ensuite toute une période où c'est un peu le plateau. Et c'est la période pendant laquelle se développe le plus la périurbanisation. Et puis vous voyez qu'à partir des années 2000, ça commence par faire du yo-yo. Alors le yo-yo, c'est un facteur d'incertitude. Ça veut dire que le principe de précarité commence là à apparaître. Et ensuite, évidemment, à partir de 2005, ça va monter. Là, on s'arrête encore à 2007, puisque ces 2 images étaient faites pour le même exposé. Et alors, en remontrant ça, je veux dire simplement que s'étonner de ce qu'a produit une taxe carbone rajoutée aux taxes sur l'énergie, en particulier à la pompe, au moment où les gilets jaunes vont se mettre en colère, s'en étonner, c'est ça, pour moi, qui est étonnant. Voilà. Donc, on voit bien que quand on suit ces courbes, quand on prend le problème dans le temps long, eh bien, finalement, on arrive quasiment à comprendre assez facilement ce qui se produit. Et moi, ce que je pense là, c'est que maintenant, avec cette question de l'énergie, avec cette programmation de l'énergie pour 2030 ou 2050, on va se trouver confronté à nouveau à des problèmes importants, pas seulement de la part des pêcheurs, mais de la part de gens qui disent foutez-nous la paix, foutez-nous la paix. Là, je crois que ces débats publics devraient être encore plus que houleux.
ceux qui vont venir, ce qui fait que je me demande si j'ai bien fait de dire oui au successeur de Chantal Joanneau pour rester dans cette sorte de Titanic. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis, on peut discuter. Merci Francis, en tout cas, on a eu loin des cours magistrales, on a presque eu des exercices à un moment, et ça c'est très agréable, on a pu tout retenir. Moi j'ai une première question peut-être, en termes d'accessibilité, est-ce qu'il n'y a pas un écart entre l'obligation, ne serait-ce qu'au niveau écologique, etc., de réagir à très court terme, alors que visiblement, à entendre, et sur le débat scientifique, il faudra de nombreuses années pour arriver à ça. Et est-ce que le fait qu'il faille agir à très long terme ne gomme pas un peu, ne réduit pas l'effort que l'on a à faire pour ça et ne le retarde pas? On voit bien que vu l'effort qu'il y a à faire, si on ne commence pas tout de suite, on ne peut pas y arriver. J'ai travaillé avec le CGEDD là, au ministère des Transports sur une prospective de la mobilité à 2050, toujours 2050. La réponse est effectivement, si on doit changer des choses, il faut commencer dès maintenant, donc dans le très court terme, et le poursuivre pendant 30 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, c'est dans longtemps et on a le temps de le faire. Ça c'est clair. Et donc, peut-être qu'en termes de pédagogie, la question, c'est d'arriver à montrer comment, d'étape en étape, on peut y parvenir. Mais on a bien dit qu'on avait une transition écologique, qu'on avait une transition énergétique. Moi, je dirais qu'il y a aussi une transition culturelle. Voilà. Et cette transition culturelle, elle va avec la transition générationnelle. Je vais peut-être me déplacer avec le micro, ou tu veux le faire? Voilà, on passe les... Et avec tous les schémas et les scénarios donc, que nous avons faits, on voit bien qu'il y a une planification très sérieuse de l'ensemble des infrastructures à mettre en œuvre, que ce soit bien faire. Ça, c'est un premier aspect. Mais quand tu parlais de précarité, l'accessibilité à l'énergie est intéressante parce qu'il faut que l'énergie soit présente. Et l'autre aspect, c'est celui du coût et du prix de l'énergie. Parce qu'on a bien vu, par exemple, ces derniers temps, l'augmentation considérable, que ce soit du gaz ou que ce soit de l'électricité, et notamment de l'électricité, et compte tenu à la fois de l'aspect européen, puisque apparemment l'électricité est sur un marché aujourd'hui qui est un marché européen, qu'on ne maîtrise plus, c'est un élément fondamental si on veut lutter contre la précarité. Et là, parce que tu parlais après d'acceptabilité par les personnes, compte tenu, effectivement, moi je le vois mal, je sais bien que les 50 parcs éoliens en mer, tu parlais de culture de la mer, effectivement, je n'habite pas du tout au bord de la mer, mais par contre, quand j'y vais, ce que j'aime bien, au bord de la plage, c'est voir l'horizon et le soleil qui se couche sur l'horizon. Et si j'ai tout un parc d'éoliens devant moi, l'horizon est bouché. Donc ça pose voilà, plusieurs problèmes. Celui que surtout je voulais voir, c'est celui qui la maîtrise de ce domaine. Oui. Moi, je n'ai pas abordé la question du prix. Alors, je me doutais bien que cette question allait venir. Je ne l'ai pas abordée tout simplement parce que tout ce qu'on doit faire dans cette transition, quand on nous explique que la transition se fait à coût équivalent, bien sûr que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, l'énergie va coûter plus cher, mais tout le reste va aussi coûter plus cher. Et donc, bien entendu, la précarité, à un moment donné, elle est dans le porte-monnaie. C'est évident. Alors, maintenant, quand même, sur le prix de l'énergie, on a avec Ukraine et sans Ukraine. Là, on est quand même interpellé, parce qu'on est littéralement télescopé par la question de l'Ukraine, qui a réveillé brutalement la question de la dépendance envers l'énergie, ou de la souveraineté, comme on le dit maintenant. Avant l'Ukraine, on voit bien que le prix de l'énergie renouvelable est un prix qui baisse graduellement au fur et à mesure que le système s'industrialise.
La voiture électrique, en voilà un autre aspect que j'évoquais tout à fait au début. Une voiture électrique, c'est beaucoup trop cher. On ne peut pas dire aux gens, prenez une voiture électrique à la place d'une voiture thermique. Actuellement, la quasi-totalité des acheteurs potentiels sont en dehors de l'équation. Le problème se pose de la même façon en Allemagne, dont je reviens, où j'ai discuté avec un ami qui fait de l'éolien terrestre en Allemagne, qui est le directeur général des services de l'agglomération de Heilbronn, 200 000 habitants, et qui dit il y a avant Ukraine, après Ukraine. Ah, mais on voit bien que les voitures électriques en Allemagne, c'est beaucoup, beaucoup trop cher. Le plus petit prix d'une voiture électrique en Allemagne, c'est 30 000 euros. Donc on voit bien, on ne peut pas dire aux gens changez de voiture. Donc vous avez raison, la question du prix est absolument centrale. Alors quand on parle dans la fameuse prospective de la mobilité faite par le CGEDD et France Stratégie il y a quelques mois, on parle de l'électricité pas chère. On dira oui, la voiture sera chère, mais l'électricité ne sera pas chère, sera beaucoup moins. On n'en sait absolument rien. Qui est capable aujourd'hui raisonnablement de nous parler de 2050? Voilà. Donc je suis d'accord avec vous. Je pense que le climat, c'est d'abord quelque chose qui bousille le budget d'une bonne partie des ménages. Voilà. Oui. J'arrive pas à quelle distance est là Alors c'est une question magique parce que les premiers projets de parc sont à une dizaine, 10, 12, 15 kilomètres. Là, vous les voyez, les éoliennes. Dans les mers de l'Europe du Nord, vous avez au Danemark ou en Suède, au Danemark, vous avez des éoliennes pratiquement à 3 kilomètres de la plage. Ça n'a pas provoqué chez les Danois de problèmes particuliers. Chez nous, oui. Alors maintenant, pour répondre à votre question, l'exemple d'Oléron est intéressant. Ce qu'on a fait valoir dans le débat public sur Oléron, c'est que le premier projet de parc était à 15 kilomètres. Il était en plein milieu de la zone de pêche intensive, pêche côtière. Et comme on est dans ce qu'on appelle le panache de la Gironde, c'est-à-dire toutes les alluvions charriées par la Gironde qui font qu'il y a beaucoup de plancton, il y a beaucoup de poissons, une très très grande diversité biologique et des poissons de bonne qualité qui se vendent cher pour la pêche côtière, cette pêche côtière est plutôt riche. Le parc, il vient en plein dedans. En plus de ça, le parc, il vient dans une zone Natura 2000, pour les oiseaux principalement. Voilà la raison pour laquelle, dans le rapport qu'on a fait, on a dit c'est peut-être pas le bon endroit. Ce parc, la puissance publique l'a déplacé à 40 km des côtes, ce qui permettait de régler une partie des problèmes, pas tous. Donc à 40 km des côtes, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un petit bout de quelque chose quand le temps le permet. Mais peut-être que dans votre tête, vous allez vous dire, je ne les vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Ça nous ramène au problème culturel. C'est un petit peu comme si la vraie mer était repoussée au-delà du parc éolien. C'est comme ça que j'ai ressenti ce que disent des gens qui n'ont pas le vocabulaire pour faire un article à l'école supérieure du paysage, mais qui disent ces choses-là. Et finalement, c'est comme si on leur avait repoussé plus loin leur mère et que ce n'est plus leur mère. Voilà. Donc ça, c'est important, mais malgré tout, quand on fait des simulations photographiques et qu'on les compare ensuite à la réalité, ce qui a été fait à Saint-Nazaire, les simulations photographiques sont relativement fiables. Vous avez quelques jours par an, vous allez voir la pale passer quand vous êtes à 40-45 km. Sinon, avec la courbure terrestre, l'horizon est à 3-4 km. Mais quand votre éolienne fait 200 mètres de haut, peu importe que l'horizon soit à 3-4 km, vous allez toujours voir quelque chose qui dépasse. Un peu comme on voit la tour Eiffel dépasser du Mont Valérien, par exemple, quand on est à l'ouest, dans l'agglomération parisienne. C'est un petit peu ça. Alors là, je pense que si vous avez suivi ces affaires, il y a un sénateur, lors d'une discussion au Sénat, qui a proposé qu'on ne fasse plus jamais de parc à moins de 40 km. Bon, cette proposition a été rejetée parce que ça retire beaucoup trop de mer, pas très profonde, parce que l'autre question, c'est la profondeur de l'eau. Voilà, donc là, on rentre dans un débat un peu technique. Il vous faut du vent, il vous faut de l'eau, mais pas trop. S'il y a trop d'eau, il faut que ça devienne flottant et pas posé, l'éolienne. Et une éolienne flottante, c'est plus cher. Et les pêcheurs l'aiment pas du tout parce qu'elle a beau être flottante, elle a quand même des espèces
de câbles qui écartent les jambes pour la tenir, et les poissons n'aiment pas ça du tout, et les pêcheurs ne peuvent plus pêcher dans les parcs, etc., etc. Donc, il y a une équation, il y a probablement une équation d'équilibre, et il y a beaucoup de cas dans lesquels, effectivement, ça ne fonctionne pas. Mais là, j'ai répondu à votre question. Si on se met à 40 km, il y a une partie des gens qui va se dire on ne voit rien. Il y a les gens qui, dans leur tête, vont dire je sais, je ne les vois pas, mais je sais qu'elles sont là. Bonsoir, je voudrais juste faire deux petites remarques. La première, c'est que vous avez présenté des montants de kilowattheures d'énergie qu'on doit produire. Un des gros sujets, c'est la cyclicité de la demande. C'est produire beaucoup d'énergie le 14 juillet ou 15 août. C'est beaucoup moins intéressant que le 12 janvier à 19h. Et là, le solaire, il est un peu en panne. Donc là aussi, il y a un problème, le problème du stockage, etc. Et pour moi, il y a, et vous venez d'en donner encore un autre exemple, parce que je vais vous donner un très bon argument pour faire quelque chose que nous verrons. Mais avant, c'est évident que si la puissance publique, malgré tous les gros cerveaux qu'il y a dans les administrations, nous prend un truc au milieu d'un truc Nature 2000 sans avoir fait d'impact ni rien, ces gens-là, il vaut mieux qu'ils ne soient pas là. Donc là, j'ai un peu de problème. Et l'argument que je vous donne quand même, c'est que dernièrement, j'ai vu un coup d'un maire de l'île d'Oléron, enfin, d'un conseil municipal ou d'un maire d'une commune, je ne sais pas s'il y a plusieurs communes sur l'île, disant si jamais le niveau des océans monte de 1 mètre, on ne sait plus quoi faire pour sauver l'île. Donc, le monsieur qui dit ça ne m'intéresse pas, peut-être que lui, il a 75 ans et ça ne l'intéresse pas parce qu'il ne verra pas, mais toujours est-il que ses enfants ne le verront pas. Donc, sur ce plan-là, je crois qu'on aurait besoin, alors je ne sais pas si vous le faites aussi, mais de formation d'experts qui travaillent dans le domaine et qui essayent, alors avec la modestie d'experts, c'est-à-dire ce qu'ils pensent, et ensuite c'est passé au tamis de la démocratie ou du débat public, mais c'est ça qui me gêne beaucoup dans toutes les choses qui sont, est-ce que vous dites des années en etc. Parce qu'une dernière chose sur les éoliennes, je sais qu'il y a eu certains ouvrages maritimes qui ont été faits de façon intelligente, avec des entreprises qui ont permis de faire naître des poissons, et au contraire d'enrichir la biodiversité, et au contraire, c'est très positif. Alors, pour de la pêche intensive, ça ne va pas du tout, mais ça peut servir de réserve qui rejaillit sur le reste de l'environnement. Donc, ça peut être aussi intéressant. Alors, ça, ce que vous venez de dire, le dernier point, en fait, c'est l'effet rocheux, finalement, du socle des éoliennes. Alors, ce discours-là, on l'a bien entendu dans les réunions. Les pêcheurs répondent, vous savez quoi, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est pas vrai. Les pêcheurs, non, du coup, c'est l'ambiance générale quand même du débat public. Alors, en revanche, en effet, quand on a des expériences, en particulier en Europe du Nord, les enrochements qui sont les socles, en quelque sorte, des éoliennes, sont la plupart du temps colonisés. Voilà. Alors, ils sont colonisés. Alors, vous évoquez la question du trait de côte, de la submersion et toutes ces choses qui se présentent. Je suis allé il y a quelques jours à Arcachon où il y a quelque chose qui s'appelle le GIP littoral, le groupement d'intérêt public. Au fond, c'est une structure d'aide aux collectivités locales qui ont des projets sur les communes littorales. Leur préoccupation majeure, ils se foutent complètement des éoliennes. Leur préoccupation majeure, c'est le trait de côte. Alors là, vous avez Soulac, pas loin, tout ça. Hein. C'est le trait de côte et la submersion. Donc quand on dit l'île de Ré, dans 30 ou 40 ans, il faudra dire les îles de Ré. Hein, c'est évident. La géographie de l'île de Ré, ça va être des petites îles. Bon, il y a cette question-là, et toute la question, c'est de savoir si de planter des parcs éoliens, ça va accélérer, bien entendu, aucun rapport, absolument aucun rapport. Néanmoins, ces questions peuvent alimenter des demi-heures complètes dans les séances de débat public, et je vous rappelle que dans les séances de débat public, la commission, la boucle, elle n'est pas là pour répondre aux questions, elle fait répondre le maître d'ouvrage et des experts. Donc, lorsque la commission fait venir des experts, elle négocie les personnes avec les ONG qui les réclament. Ce qui permet de dire que oui, ces experts sont indépendants de la maîtrise d'ouvrage. Et quand on a des experts, généralement, effectivement, on a dans les salles beaucoup de gens qui sont respectueux de la parole qui leur parvient. Voilà. Donc, dans tout ce que vous dites, mais donnez-moi un CV, vous êtes
Prêt? Vous êtes prêts pour le débat public? Françoise. Nucléaire en prospective, quand on voit le temps qu'on a eu à construire celui de Hague, avec les difficultés technologiques sur ce type de production, est-ce que c'est... Ben, on aurait besoin de l'énergie maintenant. Pour construire un réacteur nucléaire, il faut compter 10 ans. Pour construire un parc éolien, il faut compter 8 ans. Voilà. Pour construire un réacteur nucléaire, il faut 2 milliards à 2 milliards et demi. Pour construire un parc éolien, j'ai dit il faut 1 milliard et demi à 2 milliards. Donc on voit bien, on est dans du temps long. Voilà. Et dans du temps long, on ne résout pas les problèmes de maintenant avec du temps long. Mais on ne peut pas non plus. Alors effectivement, les gens disent j'ai des problèmes maintenant. Et vous êtes en train de me parler de 2050. Ben oui. Un léger problème. Ben oui. Mais c'est. Comment dit notre excellent président de la République dit en même temps. Il faut penser le maintenant en même temps que le après. Alors effectivement, c'est vraiment du temps long. Une question sur est-ce que c'est consultatif, hein, donc là, ça peut, il y a de temps en temps, ça influe quand même sur la décision. Oui. Mais est-ce que c'est souvent le cas ou pas? C'est une question. Et l'autre question, c'est sur pourquoi des pays de mer, des villes qui sont aussi des références culturelles à la mer, ont accepté de mettre et pourquoi pour nous ce serait... Ben, alors ça, c'est une question. C'est la question, on traite des tas de sujets et à la fin, on a cette question-là tout le temps. Donc là, je pense que le ministère est en train de faire du benchmarking, c'est-à-dire faire venir un certain nombre de gens pour dire faisons le bilan de quels sont les arguments pour contre pays par pays, parce que finalement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, on est aussi hostile. Donc pour l'instant, on n'a pas de réponse à ça. En revanche, l'ami dont je vous parlais, l'ami allemand de Heilbronn dont je vous parlais, peut témoigner du fait que ça ne se passe pas du tout bien en Allemagne, un parc éolien terrestre. Les parcs éoliens en mer, je pense qu'on a une organisation très différente de l'autorité. Le débat public n'existe pas sous cette forme. Ce sont des réunions d'information. Donc, qu'est-ce qui peut se produire après? C'est la rue. C'est la manifestation et c'est la rue. Et en France, c'est bien ce qui se produit aussi. Comme vous l'avez dit, le débat public ne décide de rien. Il fait valoir des arguments qui sont susceptibles de modifier la position du maître d'ouvrage si celui-ci a l'oreille bien disposée, s'il y voit l'intérêt. Je pense que, alors soyons clairs, quand on a rendu le rapport pour Oléron, j'ai été invité à la DGEC. À la DGEC, j'ai été reçu par la directrice de l'énergie. Et je lui dis, Madame Machin, je lui dis, vous pouvez avoir raison sur le plan technologique, profondeur de l'eau, puissance du vent, tous ces trucs-là, avec votre projet à 10-15 km. Vous avez raison sur le plan technologique. Vous avez raison sur le plan environnemental parce que vous avez déjà quand même pas mal d'études qui vous permettent de dire qu'il y a des endroits où c'est pas trop dommageable. Vous avez raison sur le plan juridique parce que personne n'interdit personne de faire quelque chose dans une zone Natura 2000. Tel est le droit. Dans une zone Natura 2000, ce n'est pas interdit de mettre un parc éolien. Alors voilà, on l'a mis. Vous avez raison sur ces trois aspects-là et vous allez avoir tort sur le plan politique. Et si vous avez tort sur le plan politique sur Oléron, vous n'oubliez pas que vous avez vos 40 gigawatts qui déboulent derrière. C'est remonté au cabinet, je pense que c'est ça le raisonnement. La décision à Oléron a été politique. Elle n'a pas été une décision d'ingénieur. Pendant ce temps-là, les industriels qui étaient compétiteurs pour construire et exploiter le parc étaient tous dans l'idée de garder le projet d'origine, pas trop loin du littoral, parce que moins profond, moins cher à construire. Et quand c'est moins cher à construire, on gagne plus d'argent en vendant l'électricité après. Bon voilà, donc on va dire, oui, tout dépend de la maîtrise d'ouvrage. Et tout dépend de la façon dont la puissance publique, en l'occurrence, puisque là c'est l'État, la maîtrise d'ouvrage, tout dépend de la façon dont la puissance publique considère ce qu'on va dire la voix du peuple, j'ai envie de dire, pour faire référence à un autre débat
qui a bien recouvert l'énergie ces derniers temps. Voilà. Ben, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il y a les recours. Et après les recours, il y a la rue. Voilà. Si je peux poser une petite question, bon, Même une grosse. Hein. non, petite. Hein. De vos expériences, est-ce que vous avez vu des différences selon les endroits où vous avez mené des débats publics, notamment sur la participation publique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle était liée à une meilleure information ici ou là, à un intérêt marqué plus fort par certaines populations pour ou contre d'ailleurs un projet? Qu'est-ce qui a pu faire qu'un débat public a marché ou n'a pas marché? Alors, le débat public, il marche s'il y a beaucoup de monde qui vient, si on a beaucoup d'argumentation, etc. Ça, mais il marche encore mieux si le débat fait que le projet sort différemment de la façon dont il est entré dans le débat. Donc, c'est ces deux appréciations. Alors, moi, je pense qu'un débat public, ça marche bien quand la commission du débat public fait le nécessaire pour informer les gens de ce qui va se passer, pour les faire venir et pour les associer. Voilà. Aussi bien en Normandie qu'à Oléron, on a fait travailler les gens sur des cartes, avec des feutres, avec des transparents, un peu comme à l'école. On leur disait, on est désolé, ça fait un peu maternel. Mais les gens disaient, non, non, pas du tout, ça nous convient très bien. On fait venir des gens autour de la table. Il y a un pêcheur, il y a quelqu'un qui est dans une association environnementale. Ils sont en train de mettre ensemble au point une cartographie, avec chacun des intérêts différents. Bon, quand on fait ça, quand on associe, alors effectivement, on peut considérer que les gens viennent parce que le bouche à oreille fonctionne. Encore une fois, le partenariat avec le groupe Sud-Ouest, ça a été une très très belle affaire parce que on a financé 3 cahiers de 8 pages qui étaient encartés dans le journal, distribués à 70 000 exemplaires. Quand on est sur quelques communes littorales, Oléron, Ré, Royan, c'est beaucoup parce qu'un journal, il est lu par 3 ou 4 personnes, pas par une seule personne. Le rapport qu'on a fait pour le ministère, on l'a publié dans le groupe Sud-Ouest également à 110 000 exemplaires. Donc voilà, quand c'est comme ça, effectivement, les gens savent ce qui se passe. Et alors, ils viennent pas, ça dépend de leur motivation. La plupart du temps, ils viennent. Quand on fait une salle de 250 personnes dans une petite commune quelque part, ça veut dire qu'il est venu des gens de tout un rayon autour, et pas forcément des gens pour râler, des gens aussi qui veulent s'informer de ce qui est en train de se présenter. Donc nous, on est devant cette diversité, et c'est pour ça que dans les rapports, on a pris l'habitude de ne pas dire le grand public, on ne dit pas cette expression-là, on dit les publics, parce que c'est ou le tout public, c'est-à-dire dans la diversité. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de dire que tous ces débats fonctionnent très bien. Ce qui fait la différence, c'est est-ce que le maître d'ouvrage tient compte ou pas. Voilà. Mais là, j'ai une approche un peu matérialiste. Merci. On peut s'en tenir là peut-être pour ce soir. Je voudrais simplement vous donner, d'abord, remercier encore Francis Gauthier, premièrement. Donc, merci pour vos applaudissements. J'avais dit qu'il fallait applaudir à la fin, donc c'est fait. Merci encore.